Voilà, donc c'est passionnant ce thème de l'histoire de la mémoire de la Shoah. C'est un thème qui est devenu un peu polémique aujourd'hui. Comment s'est construite justement cette mémoire, Olivier Lalieu? Et cette mémoire, elle s'est construite de manière à la fois très simple et très complexe. Très simple parce que ceux qui en sont les forces vives, ce sont d'abord et avant tout les rescapés, le faible nombre des rescapés des camps, c'est-à-dire à l'échelle de la France de 3 à 5 000 personnes. Sur combien Sur 76 000 C'est ça. de la France. Qui est eux-mêmes combien par rapport à l'ensemble de la population juive de France? Qui était environ un quart. Voilà, c'est ça. Et plus de 300 000 juifs qui vivaient sur le territoire français, étranger ou citoyens français. Et donc un tout petit nombre d'individus qui sont eux-mêmes pour beaucoup des étrangers. Et oui, c'est vrai, parce qu'apparemment les juifs israélites ont été peu poursuivis finalement. Non, les 3 quarts des victimes juives, des victimes déportées, étaient des ressortissants étrangers, même si leurs enfants français ont été malheureusement, et on le voit au moment de la rafle du Veldiv également. Comment ça s'explique cette majorité très forte de juifs étrangers? Ça s'explique par la situation, la diversité du judaïsme français et des moyens et de la politique qui a été celle du Troisième Reich et du régime de Vichy. Et au-delà de ces aspects, ce que j'ai voulu montrer, oui, bien sûr, c'est comment, au sein de cette mémoire de la déportation où les rescapés d'Auschwitz ne sont de fait qu'une infime minorité, puisque l'essence même de la déportation des Juifs, c'est justement l'accomplissement de ce génocide, qui fait qu'environ 80% de celles et ceux qui sont déportés parmi les Juifs sont d'emblée envoyés vers les chambres à gaz et ne rentrent pas dans le camp. Donc il s'agissait de montrer comment cette petite poignée, au sein du monde de la déportation, s'est attachée à faire perdurer à la fois la mémoire des disparus et à être audible dans une société française qui avait bien d'autres préoccupations et qui plus est où la tradition républicaine française venait peser sur l'affirmation d'une identité juive, la distinction de l'identité juive qui dans la tradition républicaine ne devait pas primer et qui faisait que les souffrances des victimes du nazisme étaient souvent perçues comme un tout. Il y avait aussi, la famille qui était... Ils avaient des parents qui n'étaient peut-être pas partis au camp. Par exemple, moi j'ai un oncle qui est mort à Auschwitz, mais le reste de sa famille n'a pas été poursuivi. Pour beaucoup de ceux-là, mais c'est toujours difficile de faire des généralités, pour beaucoup de ceux-là qui avaient été mis au banc de la société, de la nation française entre 1940 et 1944, beaucoup de ceux-là se sont d'abord et avant tout attachés à retrouver une existence normale au sein de la nation et n'ont pas souvent cherché à mettre en avant la spécificité de ce qui avait été leur destin et des persécutions dont ils avaient été les victimes. Puis il faut ajouter aussi que pour beaucoup de ces rescapés, qui étaient des militants communistes, juifs étrangers, pour beaucoup de militants communistes, l'affirmation de la spécificité juive n'était pas culturellement et politiquement au cœur de leurs préoccupations non plus. Donc tout ceci, ce faible nombre de rescapés, la volonté de retrouver une vie normale, et puis un contexte politique et idéologique bien singulier ont convergé pour que cette mémoire soit confondue dans la mémoire des victimes du nazisme, et alors même que le groupe qui était mis en avant, c'était celui des résistants, qui paradoxalement venait là aussi, y compris pour les résistants juifs, les mettre à l'arrière-plan des représentations de l'époque. Et il aura fallu plusieurs décennies pour que cette mémoire, non seulement sur le plan de la connaissance historique, soit mieux perçue, soit mieux identifiée dans ses ressorts singuliers, celui d'un génocide, et d'autre part que sur le plan à la fois identitaire et social, cette mémoire peu à peu se renforce et soit, identifiée dans ce qu'elle avait à la fois de singulier et aussi d'universel. Donc à présent, disons que cette mémoire, elle est sauvegardée, elle est en bonne main. Mais là, personne ne peut être malheureusement garant de l'avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on le voit à travers les programmes scolaires, en particulier en Occident ou aux États-Unis ou en Israël, la place de la Shoah, comme on l'appelle aujourd'hui en France, est
une mémoire qui est présente dans l'enseignement, qui est présente dans la culture, qui est présente dans les arts, qui est présente dans les médias. Dans les voyages aussi. Personne ne peut dire oui, mais on l'oublie, on va plus aujourd'hui à Verdun ou au camp du Struthof en France qu'on va à Auschwitz. Donc il faut là aussi raison garder. Et en tout cas, à travers le soutien des institutions comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah ou le Mémorial de la Shoah, mais aussi préservant la place qui est la sienne dans les programmes scolaires, être vigilant, parce que personne ne peut aujourd'hui donner d'assurance sur ce que l'avenir nous réserve. Et vous avez des éléments comparatifs par rapport à la mémoire de la Shoah dans d'autres communautés juives que la française? On le voit avec des contextes nationaux qui sont très différents, mais que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, que ce soit là encore dans des contextes très différents en Allemagne. Là, c'est la mémoire de la Shoah dans les pays occidentaux, voire même au-delà, sur d'autres continents, comme en Asie ou en Afrique, est en train d'une mémoire émergente, mais là encore, pour laquelle il faut être vigilant, car beaucoup reste à faire. Alors maintenant, bon, maintenant, il y a la question de la forme et alors comment est-ce que la façon dont on en parle, est-ce que ça a évolué? Comment peut-on parler actuellement de la Shoah? Qu'est-ce que c'était que la Shoah? Est-ce qu'il y a une théorisation de la Shoah? Est-ce qu'il y a une théologie de la Shoah? Il y a de multiples débats sur ce sujet, d'ailleurs, comme sur d'autres. Et je crois qu'en ce qui nous concerne, l'approche historique, elle est fondamentale et elle permet justement de ne pas tomber dans des pièges à la fois idéologiques, politiques, moraux. Et c'est en étant au plus près de l'histoire qu'on peut avoir une approche, je crois, à la fois prudente et mesurée de ce qu'ont été les génocides, en particulier du XXe siècle, sans venir à hiérarchiser les souffrances des uns et des autres. Alors ce génocide, qu'est-ce que ça signifie à votre avis pour l'Europe de se vider de ses juifs? Enfin, c'était un acte symbolique, c'était le meurtre du père, c'était quoi? Est-ce que c'est pas un génocide c'est pas un génocide banal, le génocide? Je crois qu'il n'y a jamais de génocide. Non, mais je veux dire que c'est un génocide, c'est une sorte de parricide. Mais en tout cas, c'est un génocide qui s'inscrit dans le prolongement d'un anti-judaïsme qui est devenu un antisémitisme ancré dans l'idéologie, dans la politique et qui aboutit, aussi insensé que cela puisse paraître, à l'époque contemporaine, à l'élimination de 6 millions d'individus, mais au-delà de l'élimination des individus, c'est la disparition d'un pan entier de la culture européenne et portée par le Troisième Reich et avec la collaboration d'un certain nombre d'États. Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots pour terminer de votre ouvrage? Est-ce qu'il y avait une présence juive dans la résistance française à Buchenwald? Alors, il y a eu, même si Buchenwald est un camp de concentration, c'est-à-dire un camp qui a été fondé en 1937 d'abord et avant tout pour éliminer ou réprimer l'opposition politique, syndicale, et de réprimer des corps sociaux brimés ou persécutés par le régime nazi. Il y a eu, au moment de la nuit de cristal d'une part, et plus encore au moment de l'évacuation des camps d'Auschwitz, à la fin de l'année 1944 et au début de l'année 1945, l'arrivée de plusieurs dizaines de milliers de juifs vers le complexe de Buchenwald, le camp central et ses différents camps annexes, et qui ont suscité à la fois prise de conscience de la part des résistants sur ce qu'avait été le sort tragique des juifs anéantis par le Troisième Reich et pour une partie de ces résistants suscité un mouvement d'empathie qui a contribué à en sauver une partie d'entre eux sans que tous ne puissent. Et donc Georges Semprin a jugé bon de vous faire une préface, elle a marqué. Jörg Semprin m'a fait le grand honneur de m'accorder cette préface, qui était un ouvrage qui en vérité venait sur un sujet qui a soulevé beaucoup de polémiques après-guerre autour de la place des communistes dans la résistance au camp, essayer non pas de pacifier, mais d'avoir là aussi, en ayant une approche historique extrêmement rigoureuse, et à partir des sources disponibles, dont des sources inédites, des archives y compris qui avaient été produites au camp, je me suis attaché à avoir une vue à la fois mesurée et que Jörg Semprin m'a fait l'honneur effectivement d'appuyer. Vous avez d'autres projets dans la ligne de ce que vous avez fait Je
je m'attache d'abord et avant tout à porter ces ouvrages-là. Et puis j'ai évidemment d'autres projets, mais que seul le temps me permettra de mener à bien. Voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur Merci Ladieu. à vous.